Comment en étais-je arrivée là ? Décodage. Tandis que j'effectuais ma traversée en terre du Mordor, où tout n'était que désolation et danger, je reprenais mon souffle lorsque je suivais les enseignements de Feng Shui, Batse et I Ching auprès de mes professeurs à Paris et à Singapour. Je m'immergeais alors dans la compréhension de la nature véritable de la réalité et de l'humanité qui résonnait dans chaque fibre de mon être. L'enseignement me ramenait notamment dans le droit chemin de la complémentarité entre les polarités yin, principe féminin, et yang, principe masculin, ce qui maintenait par un cheveu l'idée de ne pas haïr les hommes au milieu de cette réalité de genre qui nous exposait, moi et mon enfant, à leurs privilèges acquis et à leur toxicité rampante ou flamboyante dès l'instant où ils étaient contrariés, frustrés, vexés, envieux, démasqués ou simplement désœuvrés. C'étaient les seuls espaces où je pouvais retrouver une perspective, une respiration et du sens. Mais j'observais que je vivais dans des mondes séparés, celui de la survie et de la peur dans ma vie personnelle et celui de l'intelligence de vie dans ma formation de métaphysique chinoise et son application professionnelle. Cette séparation entre mes mondes coupait la bonne circulation de l'énergie dans mon existence et révélait une distorsion entre le modèle auquel j'aspirais et ma réalité. Je décidai de consacrer ma vie à dissoudre cette distorsion. Et je commençais à tirer le fil, non plus exclusivement de ce que j'avais à faire à l'extérieur, mais de ce que j'avais à changer à l'intérieur pour que l'alignement advienne entre mon modèle et mon expérience. Je commençais par cesser de rester concentré exclusivement sur le couteau en face, extérieur, pour me concentrer sur mes blessures intérieures que j'allais prendre enfin en considération. Je ne pourrais pas vivre libre, maintenant ni plus tard, avec ces plaies qui suppuraient et me faisaient rager de douleur à chaque réactivation. Je devais trouver mes propres moyens de guérison pour me retrouver. Pour l'heure, je me sentais amenée à regarder déjà avec une honnêteté totale les prémices de cette situation qui avait totalement dégénéré, en faisant l'effort de me souvenir d'une ou deux alertes furtives qui avaient soulevé le sentiment que quelque chose n'allait peut-être pas dès les premiers instants de la relation. Pas pour accuser l'autre, ni me culpabiliser, mais pour identifier et reconnaître ma contribution. Voici ce que nous dit le Tao. Le Tao nous apprend à remonter d'une situation visible, qui s'exprime dans la sphère des conséquences, au germe d'origine dans la sphère des causes. Cette approche distingue ainsi par exemple la médecine moderne de la médecine traditionnelle. La première supprime le symptôme, ce qui souvent masque ou déplace le problème. La seconde trouve la cause et la guérison véritable peut advenir. Dans mon projet d'évolution personnelle, cette disposition me permet, devant un constat qui me désespère, d'entrevoir la possibilité que j'ai eue à un moment la main pour déclencher cette avalanche de conséquences négatives. Ceci implique que j'ai eu également la main pour l'éviter, mais que je n'ai pas vu les enjeux. Si je n'ai pas pu voir les ingrédients néfastes de la situation à ce moment-là, ou si j'ai choisi de les ignorer du fait de mon niveau de conscience insuffisant, je peux en retirer l'enseignement a posteriori qui m'évitera d'y retomber. En outre, cela me rend à ma responsabilité, passage provisoirement inconfortable, qui débouche sur le fait de réintégrer mon pouvoir de mener mon existence et de n'être pas le jouet du hasard ou de la malchance. Il est bien sûr des épreuves non évitables qui font notre chemin, mais il en est une quantité que l'on pourrait s'épargner si l'on écoutait notre petite voix ou si l'on s'attachait à observer les situations avec plus de lucidité. Si j'avais bien eu ces murmures d'alerte, je n'étais pas allée jusqu'au bout de ma pensée, ou plutôt de ma conscience, et ils avaient été balayés sous le tapis de mes sentiments, distractions, projections et espoirs. Dans l'idéalisation de la relation de couple, comme dans la peur du passage du temps, je faisais la part belle à la nécessité d'accepter certaines choses avec plus ou moins de discernement pour avancer vers le bonheur dans ma vie d'adulte. Tant que je n'étais pas enceinte, ces incidents épars n'avaient pas d'importance visible car ils n'avaient pas d'impact réel sur ma vie, ni sur celle d'un enfant, le mien.
Puis mon terme approchant, le père avait lui-même sonné l'alerte, tardivement et sans explication, et je n'avais pas pu en faire grand-chose. Je fais mention de cet instant, car cela nous rappelle qu'en général, les protagonistes sont transparents, même si c'est pendant une fraction de seconde, et que toutes les informations sont mises à notre portée. Alors que nous nous promenions au cours de cette période plus clémente, que j'accueillais comme un retour à la normale, je l'entendis prononcer ces paroles. « J'ai peur de détruire notre famille ». Ce à quoi j'avais répondu « mais non, ça n'arrivera pas », considérant la sensibilité et la gentillesse que je lui connaissais, ne comprenant pas cet énoncé depuis l'endroit de mes propres représentations, trouvant aussi un côté mélodramatique qui m'agaçait, cherchant encore à le rassurer et à le valoriser, fonction du féminin bien intégré, et enfin évacuant une chose que je refusais de concevoir à un stade où les dés étaient jetés. Au lieu de lui répondre « Pardon, tu peux répéter ?» et de creuser ses représentations pour mieux percevoir les risques à prévenir, je balayais sa peur et la mienne avec la certitude que ce n'était pas possible de faire une telle chose, surtout quand on la redoute et que par conséquent on l'a identifiée. Et en tout cas, je ne le laisserai pas faire. Rétrospectivement, j'en ai retenu, pour commencer, de toujours écouter ce que ma petite voix me murmure. Bizarrement, nous rabaissons souvent notre intuition au rang de peur malvenue à ignorer et sommes la seule espèce à opérer ainsi. Ensuite, écouter aussi les murmures d'un homme au premier degré, le croire sur parole, sans chercher d'interprétation ou de nuanciation, même quand c'est très dérangeant. À ce moment-là, j'ai laissé les commandes sur mon pilote automatique, paramétré donc sur les peurs et les conditionnements qui font adopter un comportement de fuite ou d'évitement devant une situation qui nous échappe. Et là où nous en étions rendus maintenant, ne pas le laisser nous détruire n'était plus de simples mots. J'allais devoir faire avec les dégâts que je ne pourrais pas éviter, ce qui veut dire qu'en plus de consacrer une bonne partie de mon temps et mon énergie à anticiper ces réactions pour les désamorcer autant que possible, j'aurais à encaisser ces irruptions intempestives, faites d'assauts brusques, harcèlement, manipulation et du retournement de notre enfant contre moi au gré de ses lamentations alternant avec son venin. Je passerai un temps fou, en plus du reste, à éponger à toute heure les déflagrations paternelles sur notre enfant, utilisées à la fois comme instrument et comme déversoir, sans jamais être pris en compte en tant qu'enfant. Il y aurait à réparer les ravages sur sa psyché et la mienne, de mère impuissante, en même temps que de devoir se lever après des nuits d'enfer pour aller à l'école et travailler, le tout en tâchant de ne pas céder à l'épuisement et à la colère. Je surnageais, cherchant par tout moyen à nous accrocher au fil de l'eau, sans trop pouvoir reprendre mon souffle, ni jamais être certaine de réussir à maintenir la tête de mon fils hors de l'eau.